Vous le savez, l'Acuité est un organisme qui met de l'avant énormément les entrepreneurs techno, mais également qui aime beaucoup favoriser son cercle de partenaires pour justement accompagner des entrepreneurs comme vous. Et aujourd'hui, c'est un privilège de vous présenter un webinaire sur les finances personnelles en matière d'entreprise. Donc, notre webinaire aujourd'hui intitulé « Devrais-je cotiser moi-même au REER ou le faire par l'entremise de mon entreprise ?» On a la chance d'avoir avec nous une personne qui œuvre dans le domaine depuis plus de 15 ans. C'est vraiment une personne qui est spécialisée en planification financière pour des gens d'affaires comme vous. Kevin Dupuis est responsable de la gestion du patrimoine de centaines d'entrepreneurs tels que vous. Il a une très grande crédibilité dans l'industrie. Il est à la fois planificateur financier, comptable agréé de formation, représentant également en épargne collective et travaille sous la bannière de Platinium Sécurité Financière. C'est un plaisir de l'avoir avec nous aujourd'hui. Kevin, bon matin. Bon matin à tous. Bon matin. Merci d'être avec nous ce matin. Justement, est-ce que de ton côté, il y a beaucoup de neige au centre-ville de Montréal? Je ne suis pas au centre-ville, moi. Je trouve que la 40 et la 15, je n'ai pas le luxe d'être dans la bâtisse de l'honorable Sun Life sur Metcalfe. Oui, qui est quand même une très, très belle institution et, oui. Et une bâtisse. Non, il n'y a que le head office qui travaille là-bas en réalité. Oui. Bien, Kevin, écoute, merci beaucoup d'être là, comme je le disais tout à l'heure. Aujourd'hui, on va parler énormément de finances personnelles et d'entreprise. Il y a différentes façons, justement, de gérer son portefeuille lorsqu'on est un entrepreneur. Puis, je suis tenté de te lancer la question suivante pour être certain que les gens puissent bien comprendre un peu ton rôle en tant que planificateur financier. Quelle est la différence entre une planification financière traditionnelle et une planification financière pour entreprise? En réalité, c'est nettement plus complexe. Le problème numéro un que les gens font en cotisant dans les REER, c'est qu'ils ne prennent pas le temps vraiment de regarder l'usage que cet argent-là pourrait avoir dans les années à venir. Donc, quand on est un propriétaire d'entreprise, on peut avoir énormément de projets d'affaires, que ce soit que d'acheter une bâtisse dans l'entreprise dans laquelle on œuvre, que ce soit de racheter des actions d'un associé plus âgé, de refaire une reprise d'une entreprise, une acquisition pour grandir, que ce soit de renflouer les coffres de l'entreprise durant une période de COVID qui est plus cruciale qu'un rendement boursier. Donc, devant tout ça, avant de les cotiser dans un REER, personnellement, il faut savoir, est-ce que cet argent-là a vraiment un seul usage unique qui est la retraite? Est-ce que j'en suis certain? Sinon, je pourrais peut-être conserver mes liquidités par mon entreprise, quand même faire du placement, mais quand même garder l'accessibilité à mon argent pour toute occasion future du propriétaire d'entreprise. Et quand vous faites des entreprises comme moi depuis plus de 15 ans, vous comprenez qu'il y a beaucoup d'occasions d'affaires qui peuvent se faire, spécialement pour les gens de la technologie à l'AQT. Les occasions d'affaires ne manquent pas. Donc, il y a des choix fiscaux à faire et cette décision-là, vous devez ultimement apprendre à le choisir par vous-même. Ne pas laisser nécessairement 100% un professionnel prendre cette décision-là pour vous. Parce que la meilleure personne qui comprend l'usage de son argent dans le futur puis ses projets, c'est vous-même. Donc, il faut faire l'effort de mieux comprendre ce que je vais vous expliquer aujourd'hui, le jeu de l'argent corporatif versus personnel. Justement, parlons-en de ce jeu-là corporatif. Comment peut-on faire, dans le fond, pour optimiser ses liquidités lorsqu'on est un entrepreneur? C'est quelque chose que je vais pouvoir aller expliquer tout simplement dans le diaporama aujourd'hui. Donc, juste un petit instant, je vais y accéder de mon côté. Et voilà. Donc, je vais juste bouger ça ici, là, ma petite ligne. Et voilà, ma petite ligne zoom là, qui cache mon écran. Je vous ai fait un petit tableau hier, j'ai préparé ça. C'est vraiment un tableau qui est inexact, d'accord, mais qui va vraiment simplifier le jeu de l'argent
Et là, vous allez comprendre qu'il y a beaucoup d'options qui peuvent s'offrir à vous. Je vais vous expliquer les différences d'impôts corporatifs personnellement. Si on se verse un salaire, est-ce que je peux ramener l'argent dans ma compagnie? Et à partir de là, vous allez voir qu'il y a beaucoup d'opportunités. Donc, il n'y a pas une solution qui vous permet d'optimiser votre situation comme entrepreneur. Il y a plusieurs solutions possibles. Mais avant tout, il faut savoir est-ce que je garde l'argent dans mon entreprise ou je l'emmène personnellement. Donc, si je comprends bien, la situation de chaque entrepreneur est unique en soi. Exact. Et c'est là, en fin de compte, que j'essaie toujours de me positionner avec les gens comme vous à dire, ben, il faut choisir un planificateur financier qui fait des entrepreneurs parce qu'il faut qu'il soit solide au plan fiscal, autant dans l'entreprise que personnellement. Il doit toujours jongler entre les deux options. Et une planification 5 ans, 10 ans sans réviser pour un propriétaire d'entreprise, ça n'existe pas. C'est vraiment à chaque année, il doit y avoir des discussions là-dessus. Donc, si vous faites affaire avec un planificateur financier ou juste un conseiller en placement traditionnel, que dans son day-to-day, il fait des employés ou des gens avec des statuts personnels, il y aura nécessairement moins les triggers ou sinon les réflexes rapides d'évaluer l'ensemble des situations et de poser des questions. Qu'est-ce que tu entends par des triggers? Des triggers, en fin de compte, c'est des questions qui devraient automatiquement venir dans la tête d'un planificateur financier pour un propriétaire d'entreprise. Donc, c'est important que quand vous discutez avec une personne qui est vraiment spécialisée pour ça, que naturellement dans sa tête, un peu comme un automatisme avec un Salesforce puis de l'intelligence artificielle, il y a des actions qui se lancent. Donc, il y a toujours des questions à poser sur qu'est-ce qui s'en vient, qu'est-ce que vous voulez faire comme acquisition, avez-vous, oui ou non, tant d'heures d'employés dans votre entreprise. Donc, il y a beaucoup d'éléments fiscaux et il faut toujours tout considérer dans l'ensemble avant de prendre une décision, mais il ne faut pas que cette décision-là non plus prenne un mois de temps avant qu'on vous revienne, parce que les gens veulent cotiser rapidement, ils veulent faire des choix rapidement. Donc, cette décision-là doit se faire dans une rencontre généralement, ou sinon, il va manquer un petit peu d'informations fiscales à donner à votre planificateur et il va pouvoir vous revenir directement avec une réponse, mais pas dans un mois. Donc, ces triggers-là ou ces actions-là rapides, ils doivent venir de quelqu'un qui est habitué d'opérer à cœur ouvert constamment. Là. Donc, c'est sûr qu'un comptable professionnel agréé, comme que je suis de formation, va bien connaître ses bases fiscales et tout, mais on n'aura pas nécessairement toujours les réflexes de planification à long terme, le jeu entre l'argent personnel dans l'entreprise. Est-ce que mon client, lui, a vraiment des besoins autres qui s'en viennent? Donc, souvent, le comptable, il va y manquer la touche planification. Et d'un autre côté, ben, le conseiller uniquement en placement, ben, lui, il ne va pas nécessairement considérer les options qui s'offrent au planificateur, à l'entrepreneur dans ses autres projets, il va privilégier son placement. Donc, un planificateur financier d'entreprise ne va pas privilégier le placement dans des fonds mutuels ou des produits de placement d'institutions financières à premier lieu. Il va toujours privilégier la flexibilité de l'argent et de laisser l'argent à l'entrepreneur pour avoir une bonne croissance. Puis il va tout simplement s'occuper de ce que la personne n'a pas le temps de s'occuper. Donc, ça ne sera pas tout simplement « Ah, vous voulez prendre un REER, je le prends, je le place ». Il faut essayer d'éviter ça. Il faut toujours s'assurer que l'entrepreneur a accès à ses liquidités. Excellent. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu là, ton tableau que tu as préparé, bien qu'il ne soit pas là, parfait, là, de façon à ce que nos entrepreneurs aujourd'hui puissent être en mesure de mieux comprendre un peu là, cette dynamique-là là, que tu nous mentionnes là, ce matin? Oui, en effet. En fin de compte, la fiscalité est tellement complexe que si on fait un tableau parfait qui inclut tous les éléments, ben en fin de compte, l'entrepreneur, il ne peut pas vraiment bien comprendre la situation. Donc, il faut vraiment simplifier ça énormément. Puis ce petit tableau-là, c'est un peu comme le fruit de mes expériences passées à faire comprendre dans un meeting à un entrepreneur, « OK, I got it, je comprends comment mon argent, je peux la bouger dans mon entreprise. » D'accord? Fait qu'il faut comprendre là, que quand on parle de compagnie opérante ou de OpCo, Operating Company, on parle vraiment de votre entreprise qui est l'entreprise dans laquelle vous exercez, vous faites vos ventes, donc l'entreprise opérante.
Et quand on parle de compagnie de gestion ou GESCO, comme gestion compagnie, ça, c'est quand on décide d'ouvrir une compagnie en parallèle pour aller placer les profits de l'entreprise dans le futur. On ne veut pas les conserver dans la compagnie opérante parce qu'on veut limiter les risques et on veut faire d'autres choses avec cet argent-là. Mais tout ce que je vais vous parler de la compagnie de gestion aujourd'hui, vous pouvez faire exactement les mêmes choses dans votre compagnie opérante. C'est juste qu'ultimement, quand vous accumulez beaucoup d'argent qui ne sert plus à la compagnie opérante, ben, ça devient un peu à mettre à risque cet argent-là contre des clients que vous faites affaire ou des poursuites ou ce genre de choses-là. Puis, ultimement, vous ne voulez pas non plus avoir 4-6 plex dans votre compagnie opérante qui n'ont pas rapport aux activités de la compagnie. Donc, ça peut aussi commencer à nuire au plan fiscal de votre compagnie opérante si vous voulez la vendre puis payer moins d'impôts plus tard. Si vous ne faites pas ultimement une compagnie de gestion, et là, j'ai encore là simplifié, mais il y a des fiducies qui apparaissent à travers de ça. Mais là, on garde ça simple aujourd'hui, d'accord? Mais une compagnie de gestion, à un moment donné, devient importante à créer si on a trop d'accumulation dans notre entreprise qui ne servira plus là, vraiment aux besoins de l'entreprise. Le meilleur exemple, c'est j'ai une entreprise avec un chiffre d'affaires de 2 millions, j'ai des comptes clients de 200 000 maximum par année, j'ai besoin d'un fonds de roulement de 100 000. S'il y a 1 million de cash d'accumulé dans cette compagnie-là opérante, bien là, nécessairement, il commence à avoir beaucoup trop d'argent d'accumuler là. Et on est assez certain que cette personne-là, disons qu'elle a 60 ans, n'aura pas besoin de cet argent-là pour des projets futurs de l'entreprise. Donc, il faut commencer à faire des mécanismes de compagnie de gestion. À la base d'une compagnie opérante, imaginons qu'on a 300 $ de vente, puis ça, c'est les ventes de l'année, d'accord? Bien, dans les dépenses de votre entreprise, les T4 que vous versez à vos employés et à vous-même sont des dépenses pour l'entreprise. Ce qui veut dire que si en dépenses, j'ai 100 $ de T4 ici, puis que l'autre 100 $ qui compose de 200 $ total, admettons, c'est d'autres dépenses que votre entreprise a dû assumer, là, comme l'achat de logiciels, d'ordinateurs, peu importe. Bien, à la fin de l'année, on a 100 $ de profit avant impôt dans la compagnie. Et ce qu'il faut comprendre, en fin de compte, c'est que les compagnies ont vraiment des taux d'impôt très avantageux. Donc, si vous avez une compagnie qui opère au Québec ou au Canada, puis qui est sous contrôle d'actionnaires canadiens, bien, vous avez le droit de payer uniquement 14 % d'impôt sur votre premier 500 000 de profit annuel que vous faites. L'excédent du 500 000 va être imposé à 26,5 %. Mais aujourd'hui, on ne va pas parler de ça parce que la plupart des entreprises peuvent avoir des profits en bas de 500 000 par année. Puis encore là, quand on fait des profits plus de 500 000, vous avez encore là besoin d'un planificateur financier. On va faire des choses un peu plus différentes pour vous. Mais là, ce que je veux, c'est qu'on comprenne l'essentiel du jeu de l'argent aujourd'hui. Et quand vous voyez ici le taux de 20,5 % dans une entreprise qui gagne maximum 500 000 de profit par année, le taux il est de 6,5 % de plus. Ça, c'est parce que vous n'avez pas au moins 5 000 heures rémunérées par année d'employés, incluant vous à 40 heures par semaine, même si vous versez un dividende. Mais ça va vous nuire, puis on va en reparler un peu plus tard. Mais là, on va faire l'exemple sur j'ai au moins 3 employés dans mon entreprise, j'ai au moins 5 000 heures par année de déclarer pour en employé moi, et je paye 14 % d'impôt, et disons, j'ai fait 300 000 de profit cette année, 100 000, 50 000, on est tous à 14 %. L'avantage d'une entreprise, c'est que vous avez un flat rate. Un flat rate, ça veut dire que le taux d'impôt, il est toujours le même. Donc, contrairement à une table d'impôt d'individus, où que les taux d'imposition augmentent par braquette, et là, plus vous gagnez ou vous versez de salaire, plus les dollars supplémentaires, on vous les impose. Dans une entreprise, c'est 14 % de taux d'impôt. Donc, si votre entreprise a fait 100 $ de profit à la fin de l'année, on va payer nos impôts de société de 14 % qui est 14 $. Bien, votre profit après impôt de société va être de 86 $.
Là, quand je dis que mon tableau est inexact, c'est que je ne vais pas avec les virgules, puis ce n'est pas ça le but de la rencontre aujourd'hui. Donc là, à partir de là, quand mon entreprise a payé 14 d'impôts, puis qu'il reste 86 dans l'entreprise, j'ai le choix de la laisser là. Et là, je peux, avec cet argent-là, acheter des placements avec un conseiller comme moi chez Sun Life. Je peux faire des concepts fiscaux. Puis, je peux réinvestir cet argent-là dans mon entreprise. Donc, ces 14 %-là, c'est que le gouvernement, ce qu'il dit, c'est va te payer, il va te charger moins d'impôts. Pourquoi? Bien, parce que je veux que tu stimules ton entreprise. Donc, techniquement, ces 14 %-là, ce serait pour acheter de la machinerie, de l'équipement, faire des réinvestissements. Bon, ce n'est pas toujours le cas. Souvent, les profits s'accumulent puis on fait d'autres choses avec, comme du placement avec des gens comme moi ou acheter de l'immobilier. Mais c'est ça la mesure fiscale en place. Là, beaucoup de gens vont dire, oui, mais ce n'est pas 18 ou 20 %. Non, ça, c'était avant que Donald Trump arrive aux États-Unis, puis décide de baisser les taux d'imposition. Puis notre mesure qu'on a, nous, au Canada, c'est d'avoir toujours des taux d'imposition plus bas que les États-Unis sur les entreprises pour les attirer. Donc, c'est là que maintenant, aujourd'hui, en 2021, on est à peu près à 14 % de taux d'imposition. Donc, les taux ont baissé, d'accord? Et en passant, c'est un avantage incroyable qu'on a. Parce que si ma mémoire est bonne, on a les taux d'imposition les plus bas corporatifs du G20, si ma mémoire est bonne là-dessus. Donc, il faut profiter de cet avantage-là également. Donc là, quand j'ai 86 $ de profit dans mon entreprise, bien, je pourrais me verser un dividende personnel, le garder dans l'entreprise ou même l'envoyer dans une compagnie de gestion. Mais je peux faire aussi le choix de dire, écoute, j'aurais pu à la place dire, je ne me verse pas 100 $ de salaire, mais je vais me verser 200 $ de salaire, donc je vais avoir 300 $ ici de dépenses. Je vais avoir un profit de 0 $ ici. Il ne reste pas d'impôt à payer dans la compagnie, mais là, on se ramasserait avec 200 $ de salaire. Là, il faut comprendre que quand on se verse un salaire, un T4, et pas un dividende. Là, aujourd'hui, j'espère que vous allez comprendre vraiment cette différence-là. Et vous allez aussi réaliser que ce choix-là, T4 dividendes, c'est un choix qui vous appartient à vous, puis pas au comptable. C'est à vous de décider le type de rémunération que vous voudriez avoir. Donc, ce n'est pas juste de savoir est-ce que j'élimine de l'impôt, combien je paye d'impôt à la fin de l'année. Non, il faut savoir que quand on prend un salaire ou un dividende, il y a plus que des implications fiscales là-dedans qui vont vous affecter dans le futur. D'accord? Mais si on se verse un 100 $ de salaire et que notre impôt moyen est de 30 %, donc 30 $, pourquoi 30 %? On n'est pas imposé à 50 %? On va faire une petite parenthèse, si vous me permettez. On va revenir au tableau des taux d'imposition personnels. Il faut savoir qu'au Canada, on ne paye pas un impôt de 50 %. C'est totalement faux. On paye 50 % seulement sur les dollars qu'on a déclarés entre 150 000 et 214 000 $. Donc, c'est juste ce montant-là dans votre salaire qui est imposé à 50 %. Donc, il faut comprendre là, que les 13 000 premiers dollars que vous gagnez dans l'année, techniquement, vous ne devriez pas vous retirer d'impôt. Puis, entre 13 000 et 15 000, vous devriez seulement vous retirer 12,53 % d'impôt. Donc, c'est vraiment un impôt qui est progressif. Mais quand on est rendu à la braquette de 41 % ou à la braquette de 45 % parce que je gagne 100 000, je n'ai pas payé 45 % sur la totalité de mon 100 000. J'ai payé 45 % seulement entre 97 000 et 100 000 ici. Et ça, c'est ce qui crée un impôt moyen. Donc, techniquement, si j'ai payé du 12, du 27, du 37, du 32, du 41 et du 45, ça fait à la fin de la journée que j'ai payé en moyenne à peu près 30 % d'impôt. Donc, ce que j'ai fait simplement dans l'autre tableau, bien, ce taux d'impôt-là, moyen, c'est comme quelqu'un qui aurait 100 000 de salaire. Là, pour ne pas faire trop de zéro puis pour comprimer mon tableau, j'ai mis 100 $. Mais ce taux-là reflète quelqu'un qui se verserait 100 000 de salaire. Ce serait son impôt moyen. Donc, en moyenne, il a payé 30 $ d'impôt. Et il y a aussi les rentes du Québec qu'il doit assumer personnellement.
Donc, il reste 64 $ dans ses poches. Oui, il y a quelques petites cotisations de plus à payer, d'accord? Mais techniquement, c'est surtout les rentes du Québec qui sont les plus grandes. Il faut comprendre aussi que les rentes du Québec, à peu près 60 000 $ de revenus déclarés dans l'année, vous n'allez pas payer le 6 % additionnel. Donc, encore là, mon tableau, il est simplifié, mais quand vous versez environ plus de 60 000 de salaire, bien, vous ne payez plus le 6 % sur votre salaire pour les rentes du Québec. Donc, ça revient à dire que quand les gens me disent « Oui, mais mon comptable m'a versé 60 000 de salaire, puis après ça, je suis allé en dividende. » Bien, continuer en salaire, ça ne coûte plus le 6 %. Donc, il n'y a pas vraiment d'avantage de continuer en dividende. C'est ce qu'on va comprendre un peu plus tard. D'accord? Donc, quand je me verse un salaire et qu'il me reste 64 $, bien là, j'ai eu le droit à des rentes du Québec pour ma retraite. Puis parce que j'ai cotisé 100 $ dans un salaire, bien, ça m'a donné le droit de mettre 18 % de 100 $ dans le futur dans des droits de REER. Donc, j'ai accumulé 18 $ de droits de REER. Donc, il faut savoir qu'un salaire, oui, il y a des cotisations à la source en supplément des impôts personnels, mais ça ne constitue pas en soi de l'impôt. Ce sont d'autres avantages que vous allez quand même récupérer plus tard. Qu'ils soient très rentables ou pas, la question n'est pas là. C'est qu'une rente du Québec, ce n'est pas de l'impôt. C'est une rente du Québec qu'on vous reverse plus tard. Ce n'est pas de l'impôt. D'accord? Donc, quand on fait le choix, à la place d'aller mettre son 100 $ dans un REER, mais en fin de compte, le gouvernement, il ne vous prend pas ce 30 $ Et là, vous vous ramassez avec 100 $ dans votre compte REER. Donc, malgré le fait que vous avez eu une dépense dans votre entreprise pour ce 100 $ ici, qui a fait diminuer vos profits, vous vous ramassez avec quand même 100 $ avant impôt dans le REER. Ce n'est pas exactement ça, parce que ça, c'est quelqu'un qui cotise directement à la source sur sa paye dans un REER, mais la plupart des gens vont se verser un salaire, les entrepreneurs, puis avec leurs 64 $ restants, donc qui ont moins d'argent dans leur poche une fois qu'ils ont payé leur impôt, là, ils vont aller cotiser un montant dans un REER, mais ils ne pourront pas aller recotiser 100 $ parce qu'il leur reste 64 $. Mais vos employés qui ont des régimes collectifs que vous avez mis en place, puis qui se font enlever à la source pour les REER ou le régime volontaire d'épargne retraite, bien ça, vous prenez ça à paye, puis vous allez le mettre direct dans le REER. Il n'y a jamais eu le 30 $ d'impôt à payer. Conséquemment, quand vous cotisez dans un régime collectif directement à la source, ne soyez pas surpris de ne pas avoir de retour d'impôt. Vous ne pouvez pas avoir un retour d'impôt sur un impôt que vous n'avez jamais encore payé. Tandis qu'ici, quand vous cotisez après votre salaire de 64 $, puis vous allez mettre ça dans un REER, mais là, le gouvernement, il dit « Ouais, je t'ai enlevé de l'impôt que je n'aurais pas dû, finalement. » Donc, de là vient le retour. Vous me comprenez? Et là, c'est sûr que quand on va se reverser un REER plus tard, le retrait va être imposable. Donc, quand le retrait est imposable, bien là, on leur paye des impôts en fonction du revenu imposable qu'on va avoir dans le futur, puis on va le regarder tantôt. D'accord? L'avantage avec les REER, c'est qu'on évite tous les impôts personnels, mais on ne paye pas non plus 14 % d'impôts dans la compagnie, parce que pour prendre un REER, il faut se verser un salaire. Et si on se verse un salaire, bien, on crée une dépense dans son entreprise pour éviter le 14 $. Encore là, il y a toujours des exceptions. Vous pourriez vous verser un dividende de votre compagnie, puis quand même aller cotiser dans le salaire, dans un REER. Pourquoi? Mais parce que vous avez des droits accumulés du passé, puis vous allez avoir des retours d'impôt quand même. Mais encore aujourd'hui, on garde ça simple. Mais c'est là que vous allez comprendre que c'est un peu plus compliqué que vous le pensez, puis c'est une décision qui est à refaire à chaque année. Donc, il ne faut pas aller dans un pattern qu'on fait toujours la même chose quand on est un entrepreneur. Parce que si on fait toujours la même chose, on ne s'adapte pas. Thierry, tu sens avoir une question? Oui, bien écoute, c'est fort intéressant ce que tu nous présentes ce matin, Kevin. Soit-il en passant, je vais recevoir une question ici pour faire un lien justement entre le salaire et le dividende. Tu disais tout à l'heure que c'est un choix. On me dit ici, me verser un salaire ou une dividende, est-ce un choix que mon comptable doit prendre ou devrais-je décider ce choix moi-même? Après la rencontre d'aujourd'hui, vous allez vous rendre compte
que vous pouvez donner la commande à votre comptable de dire « Paye-moi plus des dividendes. Je veux être en salaire. » Donc, arrête de caractériser mes sorties d'argent de mon entreprise puis de les caractériser en dividendes parce que je préférais qu'elles soient en salaire. Donc, il y aura des ajustements à faire. Mais la plupart des gens ne posent pas cette question-là. Ils disent, moi, je suis dans les technologies, je suis bon là-dedans, je n'ai pas le temps, je laisse mon comptable faire le choix. Est-ce que vous savez, par contre, quand vous prenez du dividende toute votre vie, vous allez avoir aucun droit de rente du Québec plus tard qui va s'accumuler. À moins que vous ayez pris des rentes, vous en avez payé plus avant dans votre jeunesse, bien, ce que vous avez payé, il reste là. Mais si vous tombez à l'âge de 30 ans, 100% de dividendes toute votre vie, il n'y aura pas de rente du Québec plus tard. Puis vous n'allez pas avoir aussi des droits au REER dans le futur qui va s'accumuler. Parce que quand on se verse un dividende, si on se verse 100 000 de dividendes, on n'accumule pas un droit de mettre 18 000 dans un REER. On n'a pas ça. Et là, toute la discussion vient au fait que oui, mais des REER, ce n'est pas vraiment bon. Pour moi, je suis un entrepreneur. C'est vrai. Mais en fin de parcours, quand on fait des transactions financières, qu'on vend l'entreprise, puis qu'on a des impôts importants à assumer personnellement, le petit droit de REER, 350 000 que vous avez accumulé dans votre vie, peut être pas mal intéressant en fin de parcours, à être utilisé en stratégie fiscale dans un moment critique pour éviter des impôts qui, là, cette fois-ci, cette année, vous êtes à plus de 53,31 % parce que vous aviez votre salaire, les transactions financières, la vente de l'entreprise, des revenus qui ne se qualifient pas pour ne pas payer d'impôts. Donc là, je fais quoi? J'assume 53 % en partant ou je le mets dans le REER parce que je sais de toute façon que je viens de vendre mon entreprise puis je ne veux pas me repartir en affaires. Ben, j'ai 68 ans puis ça fait longtemps que ma femme elle me dit c'est le temps d'arrêter. Ou mon conjoint, excusez-moi. Bien, si je comprends bien, Kevin, à la lueur de ce que tu nous expliques ce matin, c'est que malgré le fait que c'est un choix qu'on peut demander au comptable, on a, en tant qu'entrepreneur, on aurait tout intérêt, dans le fond, à se verser une partie de notre somme accumulée en salaire et une version en dividende pour faire accélérer la croissance de notre organisation. Pas exactement. C'était bon jusqu'à la dernière phrase. Se verser un dividende, se verser un salaire, vous n'allez pas accélérer la croissance de votre entreprise. Parce que si vous vous versez un dividende ou vous vous versez un salaire, ça veut dire que vous sortez l'argent de votre entreprise, n'est-ce pas? Mmh. Donc, l'entreprise ne pourra pas prendre cet argent-là pour croître parce que vous l'avez versé en dividende. Donc, le dividende ou le salaire, c'est une façon de retirer de l'argent de l'entreprise. Mais quand vous retirez de l'argent en dividende ou en salaire, et que vous allez la placer à la fin de la journée, elle aurait pu, à la place, ne pas être sortie cet argent-là et être placé à même votre entreprise pour vous donner des meilleurs choix dans le futur. Donc, pour continuer sur ta lancée, Thierry, je vais maintenant passer un peu de temps sur le dividende, d'accord? Excellent. Puis on va aller lier les deux ensemble. Donc là, ici, on a toujours la même personne. Madame, elle décide de ne pas vouloir se verser de salaire. Donc, si elle ne se verse pas en salaire, dans ce cas-là, elle va déclarer des profits. Si elle déclare un profit de 100 $, puis, bon, ici, là, prenons l'exemple que vous avez 300 $ de vente, puis dans vos dépenses, il n'y a pas de salaire. C'est 200 $, toutes de dépenses, pas de salaire. Il reste 100 $ pour vous. Vous auriez pu vous le verser en salaire pour avoir zéro de profit, mais vous l'avez laissé dans la compagnie, vous avez fait le choix d'avoir un dividende. Donc, dans ce cas-là, votre compagnie devra assumer 14 % d'impôt sur le 100 $ que vous avez laissé. Il va vous rester 86 $ à vous sortir comme un dividende. Quand vous versez 86 $ sur un dividende, le gouvernement, lui, va dire un dividende de 86 $. On comprend qu'il y a déjà 14 % d'impôt qui est parti. Donc, si on veut être fair avec les gens qui se versent un salaire personnellement, puis qu'on calcule les taux d'imposition sur un salaire, bien, le dividende de 86, il vaut l'équivalent de 100 000 de salaire.
parce qu'on s'entend qu'on a déjà payé 14 d'impôts. Donc, dans la déclaration d'impôt, votre dividende, il va être ramené sur un montant de 100 000. Vous allez avoir quand même à payer votre même 30 d'impôt que sur un salaire. Donc, votre 86 vous allez avoir 30 d'impôt à payer dessus. Mais le gouvernement va dire, écoute, je me rappelle que ton entreprise a déjà payé 14 là-dessus. Fait que je vais te le créditer dans le 30 d'impôt que tu me dois. On arrive à 70 dans les poches d'un dividende. Alléluia, 70 au lieu de 64 C'est plus d'argent dans mes poches. Pas nécessairement. C'est plus d'argent dans vos poches maintenant. Mais pourquoi vous avez 70 au lieu de 64 C'est juste que vous n'avez pas assumé vos rentes du Québec de 6 dessus personnellement. Donc, c'est pour ça qu'il reste 70 au lieu de 64. Parce qu'on n'a pas payé 6 aux rentes du Québec. Il faut juste comprendre que je n'accumulerai pas des rentes du Québec pour ma retraite. Donc, je n'aurai pas là, le 1800 par mois que les gens reçoivent du fédéral puis du provincial si je vais dans cette façon-là. Puis, je n'aurai pas le droit non plus à des REER plus tard. Donc, le dividende ne vous permet pas techniquement de payer moins d'impôts personnellement. Vous en payez moins personnellement parce que votre entreprise en a assumé une partie. C'est comme si je m'en vais dans un magasin, ça coûte 1 $. Je peux payer 1 $ de ma poche de droite ou payer 50 cents que j'ai dans la poche de gauche et oh, j'ai 50 cents dans la poche de droite aussi. Fait que je donne 1 $ au marchand. Mais en fin de compte, mon pantalon a dépensé 1 $. Il faut comprendre que votre entreprise et vous, vous êtes un pantalon. Il y a une poche à droite puis il y a une poche à gauche. À la fin de la journée, c'est le pantalon à vous. Donc, votre entreprise, quand elle paye des impôts, ça revient à dire que vous avez payé les impôts aussi personnellement, n'est-ce pas? Donc, souvent, les entrepreneurs n'auront pas compris ce point-là. OK, donc finalement, je n'ai pas payé moins d'impôts. Fait que souvent, le comptable va faire le choix de le caractériser en dividende parce que vous devez de l'impôt personnellement, puis il veut diminuer ça. Fait qu'il dit, je vais te le mettre en dividende. Ce que vous ne comprenez pas, c'est qu'ils viennent de créer une facture dans votre compagnie d'impôt. Donc, c'était juste pour vous alléger personnellement, mais si on considère personnellement et l'entreprise, vous n'avez rien gagné comme ça. D'accord? Et là, c'est là que j'ai encore que mon tableau est inexact, parce que vous voyez, un dividende qu'on verse au-dessus de 214 000. Admettons, j'ai 214 000 déjà de revenus dans mon année, puis je me verse 50 000 de dividendes supplémentaires. Le gouvernement va m'en demander 47 d'impôts sur mon dividende. Mais pourtant, mon entreprise a déjà payé 14 donc 47 plus 14, 61. Un salaire, vous étiez tout simplement à 53. Donc, aujourd'hui, le principe d'intégration de ce que j'ai payé dans ma compagnie, puis je me verse un dividende, puis on m'en donne un crédit, il n'est plus intégré à 100 Donc, souvent, le choix d'être 100 de dividende sur des revenus élevés, vous allez payer au final plus d'argent. D'accord? Plus d'impôts, au final, c'est souvent des cas qui vont arriver. Donc, des planificateurs financiers comme moi ou tout fiscaliste, quand on regarde la situation et qu'on fait bien comprendre aux clients, il est quand même assez normal que de nos jours, on dit aux gens d'y aller en plein salaire. Attention, aller en plein salaire jusqu'à 150 000, 160 000, c'est un no-brainer. Mais au-delà de ça, on peut refaire des calculs, mais techniquement, vous versez un dividende, payez vos acomptes provisionnels, tout ça, vous ne gagnez pas grand-chose en cours de route. Mais là, c'est là que le tableau encore là est inexact, parce que c'est sûr que quand vous versez un salaire et vous payez 6 de rente du Québec, bien, votre entreprise, elle doit aussi payer le 6 de son bord pour vos rentes du Québec. Mais somme toute, quand on regarde ça, au final, on se rend compte que ce n'est pas aussi avantageux de se verser un dividende. À cet effet, Kevin, excuse-moi de t'interrompre, j'ai une question ici, mais ça sera pour une rencontre peut-être future avec cette personne-là, parce que je ne veux pas qu'on rentre dans les détails. On me demande ici, est-ce que je suis mieux de mettre mon argent dans un placement d'entreprise à long terme ou un REER personnel? Mais ça, c'est du cas par cas. Donc, la personne qui m'a posé la question, j'inviterai justement à rentrer en contact avec Kevin là, à la fin de la séance. Là. Et moi, j'aurais une autre question ici qu'on me demande.
Être en mesure de prendre du REER à la fin de l'année avec de l'argent accumulé dans mon compte bancaire personnel, ça veut dire quoi? Très bonne question. Si vous avez de l'argent dans votre compte bancaire personnel à la fin de l'année, parce que vous êtes versé des salaires ou peu importe des dividendes, puis vous avez payé vos impôts, puis à la fin de l'année, vous me rencontrez, puis vous me dites, il me reste 20 000 dans mon compte bancaire, je pourrais cotiser un REER. Ça, c'est une façon d'annuler de l'impôt sur des sommes que vous n'auriez pas dû vous verser de votre entreprise. Parce qu'une façon de ne pas avoir à cotiser à des REER à la fin de l'année pour éliminer de l'impôt sur un revenu gagné, ce serait à la base de se verser le bon revenu nécessaire pour vivre personnellement, pour ne pas arriver avec 20 000 qui dort dans le compte bancaire à la fin de l'année. Donc, si vous avez 20 000 net après impôt qui tombent dans le compte bancaire à la fin de l'année, ça veut dire que vous êtes versé au moins 30, 35, 40 000 de salaire ou dividendes de trop durant l'année, qui, au final, vous n'aviez pas de besoin. Donc là, vous vous ramassez à vouloir corriger l'erreur en prenant un REER, mais vous auriez pu, à la base, mieux gérer les sorties d'argent que vous vous sortez. Donc, ce qu'on dit souvent à l'entrepreneur, vous devriez vous sortir ce que vous avez de besoin pour vivre. Des fois, on n'a pas le choix de le faire parce qu'on est 3 associés. Puis les 3 associés veulent 200 000 chacun. Mais dans les 3 associés, il y en a un qui, lui, n'a pas besoin de 200 000 pour vivre. Donc, dans un cas comme ça, c'est sûr que s'il doit assumer un salaire de 200 000 néanmoins, qui a juste un coût de vie de 100 000 brut par année, bien, il va rester de l'argent, c'est certain. Puis là, on n'aura pas le choix d'aller dans des mécanismes de REER. Mais le REER n'est pas nécessairement mal. C'est juste qu'un REER, vous pouvez uniquement prendre des placements avec un gars comme moi. Vous ne pouvez pas acheter un immeuble. Vous ne pouvez pas racheter un associé. Vous ne pouvez pas acheter une autre entreprise. Vous ne pouvez pas réinjecter ça dans votre entreprise. Donc, dans un placement REER, ben, vos choix d'investissement sont limités, puis l'argent, il est là pour plus tard. C'est vrai qu'on peut la sortir à tout moment, mais la sortie, il va falloir se réimposer. Et là, c'est là qu'on a toujours besoin d'une heure dans une formation comme ça parce que le temps passe vite. On va voir les tables d'impôt juste par la suite et vous allez comprendre. Avant de poursuivre, Kevin, j'ai une petite question ici parce que, bon, l'industrie techno, elle est très particulière. On me demande ici, de la part d'Éric, beaucoup d'entreprises en ATI ne paient pas d'impôts parce qu'elles reçoivent des crédits RSDE et DAE. Est-ce que ça change l'impôt payé sur les dividendes? Un dividende, en fin de compte, ce qui va arriver, c'est que s'il n'y a pas eu d'impôt à payer parce que c'était éliminé, quand vous allez vous verser un dividende, vous allez avoir quand même votre crédit de dividende à la fin qui va se faire. C'est juste que techniquement, vous auriez dû payer votre 14 % ici, mais vous avez eu des crédits qui l'ont éliminé. Mais votre dividende va être quand même un dividende non déterminé au plan personnel, puis vous allez avoir quand même votre crédit. Donc ça ne changera pas ça. Par contre, se payer en dividende, il faut faire attention. Parce qu'avec les jeunes de la technologie, vous avez le droit beaucoup à du développement, des subventions. Et souvent, au plan, si ma mémoire est bonne, c'est qu'au plan provincial, on considère que le salaire, ou sinon c'est le fédéral, mais vous versez des dividendes pourrait vous faire perdre des subventions. Ou comme les fameuses subventions COVID, vous êtes payé en dividendes durant toute l'année ou quoi que ce soit, ben, puis vous n'avez pas pris un salaire, ben, ces subventions-là du COVID, vous n'êtes pas rentré dans les calculs non plus. Donc, aussi, dans des cas d'entreprise où vous êtes dans la technologie puis vous avez le droit du R&D puis des remboursements, c'est encore plus important de vérifier ça avec quelqu'un comme nous parce qu'il faut considérer ça. Et des fois, le choix du salaire va être plus intéressant. En moins, vous êtes déjà allé chercher avec les salaires existants de votre entreprise le maximum permis. Et vous n'avez pas besoin de déclarer plus de salaire pour aller en chercher plus. Vous avez topé votre limite de remboursement du gouvernement dans les crédits. Là, vous pourriez faire le choix d'aller dans le dividende. D'accord? Merci, Kevin. Je pense que tu as bien éclairci là, la problématique. Je te laisse poursuivre avec ton deuxième point là, concernant là, ce que tu as mentionné tout à l'heure. Pas de problème. Donc, quand que je déclare un profit dans mon entreprise, puis je ne me l'ai pas versé personnellement pour aller le mettre dans un REER, bien, ça reste que j'ai l'argent dans mon entreprise. Et là, quand vous ouvrez une compagnie de gestion, c'est un peu plus complexe que ça. Mais là, pour l'instant, on garde ça simple.
bien, vous pouvez transférer votre 86 $ techniquement dans une compagnie de gestion. On appelle ça un dividende intersociété. Donc, votre compagnie de gestion va recevoir le 86 $ sous les mêmes caractéristiques et il n'y aura pas d'impôt supplémentaire à payer. Donc, quand vous avez de l'argent dans une compagnie de gestion ou que vous placez directement dans votre compagnie opérante, une gestion et une opérante, ça peut être la même chose. C'est que là, vous avez décidé de les séparer puis de protéger votre argent puis faire des projets qui n'ont pas rapport avec votre associé, admettons que vous êtes 50-50 dans la compagnie opérante. Mais bon, souvent, la façon la plus simple, c'est de regarder une situation d'un actionnaire unique. Mais c'est sûr que quand vous êtes plusieurs actionnaires et que vous ne voulez pas assumer les impôts perso, ça vous prend une compagnie de gestion. Donc, ça, c'est des choses qu'on met beaucoup en place pour les entreprises. Généralement, les entreprises de technologie qui sont en place depuis assez longtemps ont déjà compris ces mécanismes-là. Donc, quelqu'un comme moi va juste profiter de la structure actuelle mise en place pour maximiser ça, mais souvent, ça va être quelque chose à faire. Donc, si cette entreprise-là reçoit 86 $, puis qu'on fait du rendement avec, de toutes sortes, là, que ce soit de l'immobilier, qu'on prête de l'argent privé à une autre entreprise ou quoi que ce soit, mais si cette entreprise-là, avec son 86 $ sur 25 ans, après les impôts sur le rendement qu'elle a payé dans la compagnie, elle fait 100 $ de rendement net d'impôt dans sa compagnie, bien, la compagnie de gestion détient 186 $ maintenant. Mais on s'entend qu'on n'a toujours pas payé l'impôt de dividende sur ce montant-là. Donc, les gens qui prennent des REER pour 20 000 par année, 25 000, si vous faites un profit de 200 000 par année, on fait quoi avec le 175 000 restant? Une compagnie de gestion, j'aime toujours dire à la blague que c'est un peu comme un REER illimité, mais avec un impôt minimum de société à payer de 14 %. C'est le petit mal nécessaire, c'est le petit caillou de rien dans le soulier, le 14 % pour continuer d'avancer puis monter sur la montagne. D'accord? Donc, par la suite, si vous avez 186 $ dans 25 ans, parce que vous avez fait 100 $ de rendement plus votre 86 $ que vous aviez seulement payé 14 % dans la compagnie, bien, vous pourriez vous en sortir un dividende 25 ans plus tard de 86 $. Ça va être le même résultat qu'un dividende que vous versez dans l'année. Donc, le gouvernement va dire, à l'époque, tu m'avais payé 14 $, donc je te redonne ton crédit, donc il reste 70 $ plus tard. Donc, souvent, les gens, on a des compagnies de gestion à la retraite, qui a beaucoup d'argent accumulé dedans, puis on va se verser des dividendes à la retraite. Puis à la retraite, ça ne dérange plus de cotiser au Rente du Québec. On l'a fait déjà depuis longtemps. Donc, ça devient une source de revenus qu'on leur donne, un peu comme qu'on leur donne du REER, mais qui a beaucoup plus de capacité d'accumuler de l'argent. Mais ce qui est intéressant, c'est que si votre compagnie de gestion ou votre compte de placement, vous devriez reprendre l'argent pour acheter les actionnaires de Yvon, qui est rendu à l'âge de 68 ans. Bon, on peut reprendre notre 86 $ ou même le 186 $ et le retourner dans la compagnie opérante pour faire des transactions financières et propulser son entreprise opérante. Donc, vous voyez que ce choix-là ici, il est très intéressant. Tandis que si vous avez mis l'argent dans votre REER, bien, le retirer, vous allez devoir vous imposer. Et si vous vous imposez et vous le remettez dans l'entreprise par la suite, bien, c'est sûr qu'il va en rester moins dans l'entreprise que si vous aviez uniquement payé 14 %. Donc, tout de là, l'avantage de dire, tant que vous ne savez pas si votre argent est vraiment pour la retraite et qu'il n'y a rien d'autre à faire avant, bien, pensez-y 2 fois avant de sortir les sommes imposables et d'aller le mettre dans l'abri fiscal du REER. Et c'est là que j'arrive avec un autre petit slide ici, avec les points importants sur le placement REER. Vous avez des droits limités selon les revenus déclarés dans une année. Donc, à chaque fois que vous déclarez jusqu'à 155 000 de salaire par année, vous avez le droit à 18 % de mettre dans le REER dans le futur, pas au-dessus de 155 000. Donc, si vous déclarez 200 000, on va calculer 18 % juste sur 55 000. Mais on s'entend
que ce droit-là, il est limité. Ce n'est pas comme mettre de l'argent dans une compagnie de gestion. Donc, peut-être qu'il faudrait utiliser ces droits-là seulement à des moments où que c'est important. Donc, il faut conserver les droits accumulés au REER pour des moments critiques en affaires où que quand on va regarder la situation, on va dire, mon Dieu, vous êtes rendu vraiment avec des taux d'imposition élevés là, dans votre transaction. Dans cette même ordre d'idée-là, qu'est-ce qu'on entend par situation critique pour notre entreprise? Excellent. Vous savez, souvent, on parle de vendre l'entreprise en ne payant pas d'impôts jusqu'à 850 000 sur la vente de vos actions. Encore, il faut vendre les actions de l'entreprise. Plusieurs entreprises ne vendent pas leurs actions d'entreprise. Ils vendent les actifs, puis la personne qui vous achète crée une nouvelle compagnie parce qu'il ne veut pas les fantômes du passé. Mais dans ce cas-là, votre vente va être 100% imposable sous forme de gain en capital. Donc, là, on se ramasse avec beaucoup d'impôts. Ou si on vous achète vos actions, puis vous avez le droit, votre 850 000, de vente d'actions de votre entreprise à un étranger, puis pas de payer d'impôts dessus, si on vous achète votre entreprise à 1,5 million, entre le 850 000 puis le 1,5 million, il y a quand même 650 000 qu'il faut s'imposer dessus, sous forme de gain en capital. Donc, dans ce cas-là, si on ne veut pas payer les impôts maintenant, parce qu'écoute, Kevin, on vient de me payer 850 000 libres d'impôts. On s'entend qu'il faut que je travaille à dépenser ça avant de dépenser l'excédent du 850 000 à 1,5 qu'on m'a vendu. Fait que pourquoi je paierais tout de suite du 53 d'impôts? C'est ça, vous allez payer 353 d'impôts sur une grande partie de cette vente-là. Donc, dans ce cas-là, je vous dis, ben, si vous avez des droits au REER accumulés, que vous n'avez pas gaspillé à des retours d'impôts à 37 seulement durant toute votre vie, ben, on pourrait éviter l'impôt sur cette grosse transaction-là dans le futur. Donc, vous pouvez quand même épargner pour votre retraite, mais si vous n'êtes pas certain de l'attribution de cet argent-là, que c'est 100% pour la retraite, puis je ne reviens pas en arrière, là, ben, peut-être qu'un placement corporatif pourrait être intéressant. Donc, dans une entreprise, vous pouvez faire, en fin de compte, des placements illimités de type de choix de placement. Immeubles, actions d'autres entreprises que vous achetez, fusion, acquisition, bref, il y a beaucoup de choix qui peuvent se faire. Mais vous pouvez acheter les mêmes placements, les mêmes fonds que je vous vendrais dans votre REER. Donc, je pourrais prendre un placement, croissance mondiale. Mettons, il a fait 10 dans votre REER. Ben, il va faire 10 dans votre compagnie aussi. C'est juste que son rendement va être traité différemment à la sortie. Mais le fonds qu'on prend va générer le même rendement brut dans un REER, dans un CELI ou dans un compte d'entreprise. Par contre, l'entreprise, je peux vous redonner votre argent dans 3-5 jours ouvrables. On paye l'impôt sur le rendement qu'on a fait, puis let's go, pogne ça. Puis il rachète les actions d'Yvon s'il faut. Donc, vous voyez, il faut comprendre à quoi va servir notre argent. Et à partir de là, dans des compagnies de gestion, vous pouvez aussi prendre des concepts d'assurance avec remboursement de primes, des concepts d'assurance vie avec des gros avantages fiscaux, qui est un placement déguisé un peu sur les avantages fiscaux de l'assurance vie. On peut créer une fiducie également, qui, si on fait bien les choses, bien, vous pourriez faire des stratégies de report d'impôt au décès ou même faire des fractionnements de revenus avec d'autres individus pour payer moins d'impôts. Donc, un planificateur financier comme moi pour les propriétaires d'entreprise, il y a tellement d'options que je peux faire pour vous. Puis il y a façon d'aller maximiser ça. Mais c'est comme toute chose. Si vous achetez un téléphone Apple chez Apple Store, ils vous le vendent. C'est comme acheter une structure corporative avec une gestion. Encore là, qu'allez-vous faire avec votre téléphone? Bien, ça vous prend un gars comme moi qui va dire dans ton entreprise, regarde, on pourrait mettre l'application AQT, l'application pour ça. Tu pourrais également gérer ton calendrier à même ton téléphone cellulaire au lieu d'avoir encore un agenda papier. Donc, un planificateur financier va vraiment aller maximiser ça.
mais il va y avoir beaucoup de discussions avec vous sur dans l'avenir. Tandis qu'un comptable est souvent pris dans les transactions de l'année courante. Donc, ça s'est passé, là, on doit mettre les chiffres puis payer nos impôts au gouvernement. Donc, ce n'est pas vraiment une planification future, c'est une planification de l'année en cours ou de l'année qui a été passée. Donc, il y a beaucoup d'options qui peuvent être faites. L'imposition des rendements dans la société, par contre, ou dans votre compagnie, va être différent. Donc, contrairement à un REER, ce qu'il faut savoir, c'est qu'un REER, si vous mettez de l'argent dans votre REER, bien, vous allez avoir un report d'impôt sur vos taux actuels. Donc, si admettons, j'avais 100 000 de REER de prix, puis que j'en prends pour, admettons, 2 000, bien, je vais récupérer 45,71 dans cette braquette-là. Donc, mon 45,71 d'impôt que j'ai évité, bien, je pourrais le ressortir plus tard, ce 2 000-là, quand je vais, disons, gagner 44 000. Et là, si je ressors le même 2 000 de REER, puis je suis imposé à 37 bien, finalement, le gouvernement m'a évité 47 avant, quand j'ai cotisé, puis j'en paye 37 plus tard. Mais il y a beaucoup de gens qui auront toujours beaucoup de revenus. Donc, on va leur faire éviter 47 mais quand ils vont leur ressortir le REER, ils vont payer 47 Pourquoi? Bien, parce qu'ils ont toujours des revenus imposables élevés au moment du retrait. Le taux futur, le retrait imposable. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que par contre, quand le gouvernement vous laisse votre 47 dans vos poches sur la cotisation REER, on peut générer des rendements avec l'impôt reporté du gouvernement. Puis le gouvernement va vous redemander uniquement de l'impôt sur le rendement que vous avez fait avec son argent, en fin de compte, qu'il ne vous a pas demandé tout de suite. Donc, même à un taux de cotisation égal, souvent, le REER est mal compris. Je ne prendrai pas ça, je vais te l'imposer dans le futur. Oui. Mais le gouvernement, si tu n'as pas demandé maintenant, tu peux aller faire de l'argent avec, par contre. Mais c'est des montants limités dans le REER. Et souvent, les gens cotisent à des taux trop bas. Quelqu'un qui part en affaires à l'AQT, puis qui n'a pas des taux d'imposition élevés, puis qui veut éviter de l'impôt, disons 1 000 il va prendre des REER à des taux très bas, puis il y a des fortes chances qu'il le ressort à des taux très élevés dans le futur. La bonne vieille exemple, c'est qu'on ne fait pas prendre des REER à un médecin qui fait sa résidence à 80 000 par année, quand on sait qu'il va pouvoir cotiser à des REER avec ces droits-là dans 5 ans à 300 000 par année de salaire. C'est gaspiller carrément des avantages fiscaux qu'on pourrait appliquer à des taux plus élevés, puis c'est assez certain qu'il va gagner plus que 80 000, le médecin. Donc, on ne va pas le faire cotiser à des moments où il ne gagne que 80 000 de revenus. Donc, il faut conserver les droits accumulés au REER pour des moments critiques en affaires si vous jugez que vous êtes dans cette situation-là. C'est sûr que si je pogne quelqu'un qui dit, moi, il m'en reste 3-4 ans, je vends mon entreprise, tout ça, bien là, on va pouvoir faire des stratégies de maximisation du REER parce qu'on sait de toute façon que ça va être intéressant au plan fiscal, mais le client ne va pas réutiliser cet argent-là pour d'autres projets futurs. C'est définitif. Donc, dans ce cas-là, on peut vraiment attribuer cet argent-là dans un objectif 100% REER retraite. Donc, je ne sais pas si tu as des questions, Thierry, là-dessus. Des fois, oui, j'en ai une. Puis, pour faire un peu du pouce là, sur tout l'aspect type entreprise de gestion, type opérante, ici, on me demande, puis-je avoir un compte de placement dans mon entreprise et investir dans les mêmes placements que mon REER? C'est exactement ce que j'ai répondu il y a environ 5 minutes, en effet. Donc, je peux vous prendre le même code de fonds, le même type de rendement. Ce que vous avez dans votre REER, je peux vous l'acheter exactement dans votre entreprise et faire les mêmes rendements. C'est juste qu'une entreprise va payer des taux d'imposition plus élevés sur ses rendements, mais il va y avoir des crédits qu'on va vous redonner plus tard. Donc, ce n'est pas vraiment 50 d'impôt. Puis, en plus, les rendements que vous faites dans votre entreprise, c'est des rendements sous forme de gains en capital. En grande partie, généralement, si on prend les bons types de fonds pour les propriétaires d'entreprise. Donc, à partir de là, un REER, votre rendement est 100% imposable à la sortie. Donc, tout ça mis ensemble avec la flexibilité d'accéder à son argent
oui, je peux prendre les mêmes types. Ce que vous avez dans votre entreprise, je peux certainement le prendre, la même chose que vous avez déjà dans votre REER. Par contre, dans votre REER, vous ne pouvez pas acheter tout ce que vous pourriez acheter par une entreprise, par contre. Merci. Le point important à comprendre aussi, c'est que quand les gens se versent un dividende dans une entreprise, est-ce que, je ne sais pas si c'est capable de faire un petit vote à main levée rapidement, est-ce qu'il y a du monde qui ont moins de 5000 heures déclarées dans leur entreprise par année pour des employés incluant eux? Je vous invite à ouvrir vos caméras. Alors, il y a quelqu'un ici. On a une personne. Bon, on va revenir là-dessus, d'accord? Je vais la répondre rapidement. Je ne veux pas prendre trop de temps, ça ne touche pas tout le monde. Mais il faut comprendre là, que le gouvernement, là, c'est une discussion entre vous et moi, on a laissé des médecins s'incorporer, des pharmaciens, des professionnels. On a un peu regretté le choix au plan fiscal pour le gouvernement, parce que maintenant, ce gouvernement-là dit, ouais, les gens accumulent des profits, puis ils payent juste 14 % de médecins. Puis là, avant, ils nous payaient tout l'impôt direct comme un salaire dans l'année en cours. Fait qu'il faisait 1 million, il payait son impôt personnel sur le million au complet. Maintenant, il paye juste 14 %. Donc, il y a des petites règles qui sont apparues, puis on dit, si tu es incorporé, mais que tu n'as pas vraiment d'employés dans ton entreprise, puis que ton 40 heures par semaine, plus le reste de tes heures d'employés ne font pas 5000 heures par année, au lieu de te charger 14 %, tu vas te charger 20,5 % d'impôts dans ta compagnie. Mais le problème, c'est que quand vous payez 20,5 % d'impôts dans la compagnie, puis que vous vous reversez un dividende, bien, le gouvernement, il ne va pas vous donner un crédit de 20,5 %. Il garde le crédit à 14 % pareil. Donc, vous payez réellement un 6,5 % d'impôts perdu dans le temps pour absolument rien. Donc, quelqu'un qui est en affaires, qui commence dans l'entreprise, qui dit, moi, là, je me suis versé 60 000 de dividendes, je n'ai pas de profit dans la fin de mon année, bien, ce n'est pas un bon choix. Parce que vu que tu es le seul dans ton entreprise, tu as payé du 20,5 au lieu du 14, tu aurais eu juste ton 14 de crédit parce que tu es ressorti tout en dividende. Mais en fin de compte, tu aurais pu te le verser en salaire et avoir tes rentes payées gratuites, puis des droits de cotisation REER. Si vous savez le nombre de gens que je pogne comme ça. Et pourtant, là, les gens ont tous des comptables. Certains ont des comptables qui prennent du temps avec eux. Un comptable, c'est à un horaire. Il faut s'asseoir avec, prendre beaucoup de temps, lui poser les questions. Mais si vous ne voulez pas payer plus que votre état financier habituel, bien, c'est sûr que le comptable ne prendra pas énormément de temps à regarder l'ensemble du futur. Certains le font, mais beaucoup de gens n'ont pas le temps. Et généralement, un comptable agréé, vous faites vos rapports d'impôts et vos états financiers, sa tâche principale, c'est de créer vos documents fiscaux de l'année qui vient de passer, puis d'envoyer les impôts puis les cotisations, puis de faire balancer les comptes. C'est déjà une grosse tâche en soi. Moi, je suis comptable agréé de profession. Faire un état financier pour votre entreprise, je suis au moins 10 fois plus lent que votre comptable. Mais en planification, par contre, là, je n'ai pas besoin de faire des états financiers. Je peux travailler sur autre chose. Donc, c'est vraiment une complémentarité. Et quand je revenais à la question du Thierry des triggers puis des réflexes, ben, c'est des réflexes qui sont plus habituels chez nous. Donc, un planificateur financier comme moi, c'est comme un médecin de famille, mais qui a juste des entrepreneurs qui viennent dans sa clinique. Mais c'est sûr que les états financiers, il faut que je vous envoie chez le cardiologue. Quand vous voulez une compagnie de gestion, il faut que je vous envoie chez l'oncologue. Mais par contre, où est-ce que je suis un vrai spécialiste comme un oncologue et un cardiologue, en tant que médecin de famille, c'est tout ce qui est par rapport aux produits financiers, placement, assurance, concept fiscal. Ça prend des permis régis, ça, à l'autorité des marchés financiers. De le faire dans le day-to-day, ça fait en sorte que c'est une spécialité que j'ai et ma planification financière qui fait que je suis un bon médecin de famille fait en sorte que je peux facilement dialoguer avec votre comptable, avec votre fiscaliste. Puis quand on parle d'un genou puis d'une rotule,
On sait tous de quoi qu'on parle. Mais c'est sûr que ce n'est pas moi qui va faire l'intervention de votre genou, par contre. Mais je vais vous signer la prescription d'aller voir l'orthopédiste, ça c'est certain. Est-ce qu'il y a d'autres questions que tu as vues, Thierry? Ben, moi, j'en aurais une, Thierry. Excuse-moi de t'interrompre. Oui, c'est plus une question de mécanique parce que je prends les présences et j'arrive pas à retracer Mme Marchand, Joanne Marchand. Donc, peut-être vous pouvez nous l'indiquer dans le chat là, avec quelle entreprise vous êtes afin que je puisse signaler votre présence et vous envoyer un petit courriel par la suite pour notre sondage d'appréciation. Merci. Toi, de ton côté, Kevin, est-ce qu'il y avait d'autres choses que tu voulais rajouter ou on a fait comme pas mal le tour là, de la question aujourd'hui? J'avais également, peut-être, je vais prendre 2 minutes là-dessus. Il y a d'autres régimes personnellement qui existent, d'accord? Et là, je vais juste rentrer rapidement. Un REER de conjoint, ça, c'est de dire, je vais cotiser avec mes droits de REER, puis prendre la déduction sur mon rapport d'impôt. Mais l'argent va aller dans un REER de conjoint au nom de ma femme ou de mon conjoint. Donc, cette personne-là, plus tard, quand elle va retirer cet argent-là sur certaines restrictions, c'est cette personne-là qui va s'imposer sur son rapport d'impôt. Donc, un REER de conjoint, ça peut être puissant si vous êtes la personne qui travaillez, qui fait les gros revenus, puis l'autre personne est à la maison, elle n'aura jamais de revenus accumulés importants en son nom. Donc, vous pouvez cotiser comme dans votre REER en ayant la déduction, mais cette personne-là, plus tard, c'est elle qui va s'imposer. Puis vu qu'elle n'a jamais accumulé beaucoup d'argent, à la retraite, elle ne devrait pas avoir beaucoup des taux d'imposition élevés. Donc, ça devient une stratégie intéressante. Mais ne le faites jamais sans consulter si vous n'êtes pas déjà marié. Parce que conjoint de fait, ça revient vraiment à donner l'argent au conjoint. Il part, c'est à lui. Mais quand vous êtes marié, de cotiser dans un REER de conjoint ou dans son REER, en cas de divorce, il faut tout séparer ça dans le patrimoine familial. Donc, vous ne mettez pas à risque votre argent de cotiser dans un REER de conjoint. Le CELI, en fin de compte, c'est un véhicule très intéressant, mais pas pour les propriétaires d'entreprise. Ce que je veux dire, c'est que les entrepreneurs que j'ai avec des CELI maximisés, c'est qu'on a fait des ventes d'actions, ils se sont ramassés avec de l'argent personnellement qu'ils ne voulaient pas assumer. D'accord? Mais un CELI, il faut savoir que le CELI, c'est de l'argent après tout impôt que vous devez mettre dans le CELI. Et c'est seulement votre rendement dans le CELI personnel que vous n'allez pas faire. Vous n'allez pas avoir à payer les impôts. Mais l'argent qui va dans le CELI, c'est de l'argent après tout impôt. Donc, un compte de placement corporatif, au lieu du CELI puis de payer que le 14 % est souvent le meilleur choix pour le propriétaire d'entreprise. On conserve le droit du CELI plus tard. Vous recevez un héritage, vous vendez votre maison qui valait 1,5 million, vous achetez un condo à 400 000, j'ai du cash en trop, là, on va aller le maximiser, c'est sûr. Mais d'aller le faire religieusement puis de vous sortir des revenus fortement imposables pour aller cotiser dans le CELI n'est nécessairement pas un bon choix à court terme pour le propriétaire d'entreprise. Et le régime d'épargne-études, c'est de l'argent après impôt, mais le gouvernement vous donne 30 % de crédit. Et que votre enfant, vous lui payez un sac de pain ou vous lui payez toutes les études, quand vous faites le retrait du régime d'épargne-études que vous avez mis au nom de votre enfant, l'argent, on leur donne à vous. Vous n'avez pas d'obligation de 100 % le donner à l'enfant pour les études. Donc ça, c'est un régime extrêmement efficace. Donc, si vous cotisez tout à vos CELI, mais vous n'avez jamais pris de régime d'épargne-études, vous avez quelques enfants, ça vaudrait la peine d'avoir une discussion parce que je préférerais aller cotiser là-dedans, aller chercher le 30 % du gouvernement. Je peux redonner tout le régime d'épargne-études au complet dans une année si l'enfant a vos études, mais l'enfant, lui, va s'imposer sur les cotisations du gouvernement que vous avez reçues, sur le rendement. Ces taux sont beaucoup plus bas que vous. Mais l'argent vous appartient malgré tout. Et ce n'est pas conditionnel à payer 100 % des études. Donc, c'est vraiment une stratégie très importante qui n'est souvent pas maximisée au détriment de CELI qu'on voit s'accumuler. Le compte de retraite d'impôt, c'est tout simplement un REER, mais que c'est votre employeur dans le passé qui a mis des sommes de son côté, et c'est les sommes de l'employeur quand vous avez quitté qui peut aller dans un REER, mais le gouvernement va l'immobiliser. Il va vous donner des restrictions de retrait parce qu'ultimement, c'était supposé être un fonds de pension où vous recevez une rente ou des sommes à la retraite année après année. Donc, le CRI, c'est un REER. C'est un REER que vous ne cotisez jamais dedans.
c'est seulement des sommes qui proviennent d'un régime de pension que votre employeur avait mis en place pour vous et que vous avez quitté. Le régime de retraite individuelle dans une compagnie, les RRI, c'est l'équivalent d'un gros REER avec un peu plus de droits de cotisation. Puis au moins, vous ne cotisez pas avec des dollars après la source comme des Rentes du Québec. Mais grosso modo, un RRI, ce n'est pas non plus l'élément le plus incroyable. Il y a des frais à gérer ça. C'est comme un fonds de pension. Il faut payer un actuaire. Puis même si on fait 300 000 de profit, le RRI ne va pas vous sauver. Mais c'est une façon d'aller chercher un peu plus que dans un REER traditionnel, puis payer un petit peu moins de cotisation à la source de DAS. Les régimes de pension collectifs que vous mettez en place pour vos employés, tu sais, que des gens comme nous, on vous fait, là, des régimes collectifs, je mets 5 5 bien, vous, s'il y avez accès également en tant qu'entrepreneur, puis vous voulez vraiment prendre du REER, souvent, je vais préférer utiliser la plateforme collective pour aller cotiser avant tout impôt, qu'au lieu de vous verser un salaire après impôt pour avoir moins à cotiser, et on pourra retransférer les sommes par la suite. Donc, encore là, il y a des techniques importantes à faire. Et la Régie des rentes du Québec et la pension de sécurité de vieillesse, ça reste que c'est des rentes que vous accumulez. Et ça, j'appelle ça le filet social. Si vous savez le nombre d'entrepreneurs que j'ai rencontrés dans ma vie, qui ont roulé pas mal, puis qu'en fin de parcours ont eu des problèmes, puis que tout ce qui leur reste, c'est leur pension du gouvernement, ce filet social-là est important. Quand vous versez uniquement des dividendes et que vous ne l'avez pas, vous pourriez avoir une erreur de fin de parcours qui fait en sorte que vous n'allez pas avoir de rente du Québec, juste la pension de sécurité de vieillesse. Puis le gouvernement au Québec, il est basé sur le fait que vous devriez avoir les deux, puis il va vous aider pour le reste. Mais si vous n'avez pas votre rente du Québec, ça devient très, très, très difficile de se nourrir, se loger. D'accord? Donc, ce filet social-là, il peut sembler négligeable pour vous maintenant, mais j'ai rencontré beaucoup de gens dans ma carrière qui ont eu des erreurs de parcours enfin, puis tout ce qu'ils pensaient avoir accumulé a disparu. C'est le risque d'un entrepreneur. Donc, si jamais vous avez des questions, vous m'appelez, vous m'écrivez. La plupart de vos questions, des petites questions rapides, je n'ai pas besoin d'être votre conseiller financier sur vos placements pour vous aider. Les questions particulières, rendement, les choix à faire, souvent en 10-15 minutes de conversation téléphonique, je vais pouvoir vous orienter et vous pourriez même reposer ces questions-là pour prendre des meilleurs choix avec vos professionnels déjà en place. Ben, merci beaucoup, Kevin, là, pour ces belles informations. Est-ce que tu peux me permettre une petite question Oui. très rapide? Moi, j'ai un peu de temps pour les questions. Les gens Parfait. qui j'ai terminé la rencontre générale. Pour revenir un peu dans les différents régimes de placement, est-ce que tu pourrais expliquer un petit peu aux gens, pour ceux qui ne sont pas nécessairement habitués à tout ça, qu'est-ce qu'un RVER? OK, ça, c'est une bonne question. D'accord? Le RVER, c'est un régime collectif. Comme les entreprises que vous voyez, ils disent, ben, nous, on va mettre un régime en place, on va donner 5 Puis l'employé, s'il met 5 ben, nous, on va matcher à 5 Ou mon employé met 5 moi, on met 2,5 maximum 5 000 par année. Le RVER, en fin de compte, le gouvernement a mis ça en place parce qu'il s'est dit, les grosses entreprises, ces employés-là qui travaillent dans les belles compagnies à l'EQT, qui ont des plans collectifs, sont chanceux parce que l'employé normal qui attend sa paye à toutes les semaines, bien, lui a des problèmes de finances comportementales. Donc, ce qu'il a besoin, c'est de se faire enlever son argent direct sa paye. Fait que si on ne met pas en place un régime collectif pour lui, bien, il va dépenser son argent avant d'aller voir un conseiller comme nous. Donc, le RVER vient de l'idée de dire, on va mettre en place, pour toutes les entreprises qui ont plus que 5 employés, l'obligation d'offrir un service à vos employés de pouvoir cotiser directement sur leur paye dans un REER. Puis que l'argent n'allait pas être déposé dans leur compte bancaire, qu'ils aient payé leur impôt, puis qu'ils aient le temps d'aller dépenser leur argent dans un 5 à 7 un jeudi soir. Donc, c'est une discipline qu'on met en place. Quand vous voulez cotiser pour vos employés, on va faire des RPDB, des REER collectifs à la place. Mais pour les entreprises qui ne veulent pas mettre d'argent pour leurs employés, le RVER est le meilleur véhicule, mais il est obligatoire. Là, le gouvernement s'est dit, encore, moi, je suis quelqu'un qui est extrêmement solide sur la finance comportementale. Je mets mes mécanismes pour mes clients qui, sans s'en rendre compte, ils apprennent à dépenser ce qui reste. Et la plupart des gens sont comme ça.
moi-même inclus, c'est mieux que mon argent parte automatiquement sur des bases régulières que d'attendre toujours en fin d'année ou dans 2 ans. Donc, ce que le gouvernement s'est dit, c'est que quand vous allez mettre un RVER en place qui donne accès à l'employé de dire « Enlève-moi de l'argent directement sur ma paye avant mes impôts pour aller le mettre dans le REER, puis je ne veux pas que cet argent-là soit déposé dans mon compte, donc je ne le verrai pas passer, puis je vais enfin accumuler, puis je ne vais pas juste me baser sur mes rendus Québec. » Mais le gouvernement a fait plus que ça, il dit « Au lieu de mettre ce régime-là en place dans votre entreprise, puis de demander aux gens d'adhérer, on va faire une règle différente. Vous allez adhérer les gens automatiquement. Et s'ils veulent se désinscrire, ils doivent le faire eux-mêmes. Donc, si on met un régime en place, et qu'on dit aux gens, venez vous inscrire, il y a 3 personnes sur 10 qui vont le faire. Mais si on met un régime en place, puis on inscrit tout le monde, puis on dit, vous avez 2 mois pour vous désinscrire, sinon vous devez cotiser durant 12 mois. Pas le choix, votre employeur n'a pas le choix, c'est la loi. De le prendre sur votre paie puis de cotiser durant 12 mois. Bien, à la fin de la journée, sur les 10 personnes qu'on a rentrées obligatoires, bien, il y en a peut-être juste 3 qui ont pris le temps de s'enlever du régime. Puis la différence entre le 3 qui serait inscrit puis le 3 qui s'est enlevé, les 4, ça, c'est du monde qui ne roule jamais leurs lettres, qui n'ont pas le temps de regarder, tu sais, qui se fie sur le gouvernement puis sur l'employeur pour les organiser. Là, tout d'un coup, il fait « Ah, mon Dieu, j'aurais dû répondre à cette lettre-là là, dans les 2 premiers mois. » Bon, ben il y a un taux obligatoire que je suis obligé de cotiser dans mon REER. C'est son REER. Il va pouvoir le reprendre et s'en aller avec s'il veut là, quand il va quitter ou il peut le retirer. Mais là, sans s'en rendre compte, il s'est enlevé, je ne sais pas, 200$ par mois sur sa paye. Puis, ben, tout d'un coup, il achète moins de Red Bull, moins de café chez Starbucks. Parce que, tu sais, il n'a pas le choix durant 12 mois. Il ne s'est pas enlevé. Fait qu'il faut qu'il s'ajuste. Puis 12 mois plus tard, il dit « Hey, sais-tu quoi? Je suis encore vivant, je suis encore heureux. » Puis de voir que j'ai 2400$ dans un REER que je n'avais jamais eu avant, bien, je me sens bien. Parce que l'épargne, c'est la liberté. Quand on a de l'épargne, il y a un stress financier qui part. Le stress financier du lendemain part. Et on se sent mieux. Donc, la plupart de ces gens-là, finalement, disent quoi? Je laisse ça comme ça. Donc, la REER, c'est carrément un outil de finance comportementale qu'on veut que les petites entreprises n'aient pas le choix de mettre en place. On veut offrir un service aux employés, d'avoir le droit de se faire enlever directement à la source, comme dans les bonnes grandes entreprises, où que tout est tout mis pour eux, ils n'ont rien à faire. Tandis que la petite entreprise, il faut qu'il fasse ses démarches,